Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le canal de Vertical Project. Aujourd'hui, nous recevons Monique Molière pour nous parler de son dernier ouvrage, Le Comte de Cagliostro. Monique, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à toutes ces questions. Alors Monique, tu es écrivaine lyonnaise, auteure d'une dizaine d'ouvrages. Tu as écrit des livres de témoignages et puis des romans, plutôt romans ésotériques. Mais là, tu te lances sur un ouvrage tout à fait historique, Le Comte de Cagliostro. Alors, le Comte de Cagliostro, c'est un sujet qui a déjà fait l'objet de pas mal d'ouvrages. Pourquoi un nouveau livre sur le Comte de Cagliostro ? C'est l'histoire d'une rencontre. Longtemps, j'ai côtoyé le comte de Cagliostro sans m'y intéresser plus que ça. Et puis, je me suis mise à lire des ouvrages sur ce personnage et j'ai voulu lui restituer son humanité. D'accord. Alors, le comte de Cagliostro, on le connaît aussi sous un autre nom, celui de Joseph Balsamo. Alors, quel est son vrai nom ? Était-il vraiment comte ou est-ce que c'est un surnom qu'il s'est attribué ? Quelle était sa véritable identité ? Sa véritable identité est effectivement Giuseppe Balsamo. Giuseppe Balsamo est né le 2 juin 1743 à Palerme. Sa mère est devenue veuve peu de temps après sa naissance et il était rattaché par sa famille à Pietro Balsamo, marquis della Liminia, avec Giovanni Balsamo, prieur de l'ordre de Malte, et il y avait également les Martello et les Cagliostro qui étaient rattachés à l'ordre de Malte. Et alors l'histoire de Balsamo, en tant que comte de Cagliostro, commence-t-elle à Malte ? Exact. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et on est en quelle époque à peu près ? Alors, on est à peu près en 1765. D'accord. Balsamo va séjourner de longues années à l'ordre de Malte. Il a été conduit ici par son oncle, Giuseppe Cagliostro, qui va le confier au grand maître de l'ordre de Malte, Pinto da Fonseca, qui était un alchimiste. Et Giuseppe Balsamo va se passionner pour la recherche occulte et l'ésotérisme en règle générale. Il va apprendre également la médecine arabe. On peut dire que Malte fut un creuset qui va révéler sa personnalité. Est-ce qu'il a été initié en tant que chevalier de l'ordre de Malte ? Non, il n'a pas été chevalier de l'ordre de Malte, il a reçu le baptême, ce qui n'est pas la même chose. Et l'article 2 de la Constitution des Chevaliers de Malte dit que ce baptême initiatique autorise à prendre un titre de noblesse. Donc c'est ainsi qu'il va devenir Alexandre, comte de Cagliostro, qui était le nom de son oncle. D'accord. Alors, quelques années plus tard, ou peut-être même assez rapidement, il rencontre Lorenza, qui est un personnage qui, dans sa vie, va avoir une importance. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre ? Quand il va quitter Malte, il va, en 1768, aller à Rome. Et à Rome, il va rencontrer la belle Lorenza, qui a 10 ans de moins que lui. Lui a 25 ans, elle a 15 ans. Et il va devenir follement amoureux de cette jeune fille. Ils vont se marier le 12 avril 1768. Très vite, ils vont quitter Rome parce qu'il a fait de menues escroqueries en s'associant à Nicastro. Et son beau-père va le dénoncer au Saint-Siège. Alors, quand on évoque le nom de Cagliostro, on pense bien sûr à la franc-maçonnerie. Alors, il est initié à quelle époque, à quel endroit et auquel rite à la franc-maçonnerie ? Cagliostro est initié en Angleterre en avril 1777 Oui. dans la loge L'Espérance au rite de la stricte observance templière de la Grande Loge d'Angleterre. D'accord. Et à partir de ce moment-là,
quand on lit ton ouvrage, un ouvrage volumineux, extrêmement bien documenté, on voit qu'il parcourt visiblement quasiment toute l'Europe. Alors, pourquoi, après avoir été initié, il se met comme ça à voyager dans l'Europe? Pour quelles raisons? Et il rencontre qui à ce moment-là? Il va investir la plupart des cours de l'Europe du Nord. Il va rencontrer les empereurs, les rois. En Russie, Catherine II. En Pologne, le prince Poniński. Et il est adulé. Il est adulé parce qu'il fait des prodiges. Ce sont d'abord des guérisons, et puis ensuite des prodiges alchimiques. D'accord. Par exemple, en Pologne, sous la surveillance, on va dire, ou l'accompagnement du prince Poniński, il va préparer en amont de la terre vierge, du mercure, du sel de plomb. Il va mélanger le tout, à laquelle il va ajouter une poudre de projection rouge, qui est la résultante de l'œuvre rouge. Oui. Il le met le tout dans un vase. Le vase est plâtré. Il est porté pendant une demi-heure sur le feu et il est amené en loge. Et là, on fracasse le vase. Et qu'est-ce que l'on découvre? 400 grammes d'argent. D'accord. Donc il y a une transmutation qui a été faite. L'œuvre alchimique est bien là, elle est bien prouvée. D'accord. Est-ce qu'il a fait de l'or? Parce que là on parle d'argent, mais est-ce qu'il a fabriqué de l'or? Il a fabriqué de l'or et il a grossi aussi des diamants. Grossir des diamants. Par exemple, à Strasbourg, le cardinal de Rohan montre une fois un diamant. C'était une bague aux armoiries des Rohan. Et il dit, voyez le diamant que j'ai, c'est lui qui l'a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord. Donc, tous ces prodiges, forcément, attirent l'attention et lui permettent donc de rencontrer, parce que moi j'ai noté, il est allé en Russie, il est allé à Varsovie, à Paris, tu as parlé de Strasbourg. Il est donc facilement introduit auprès de toutes ces cours ou de toutes ces personnes importantes de l'époque. Oui, sa réputation le précède. Pourtant, il n'a pas que des ennemis. Il a des ennemis, notamment le Courrier de l'Europe, en la personne de Morande, qui va le suivre pendant la plupart de ses déplacements et qui va tourner en dérision chacun de ses miracles et chacune des péripéties. D'accord. Alors, Cagliostro, il vit de quoi quand il fait tous ces déplacements? Parce qu'apparemment, il est issu d'une famille dont tu nous as parlé, mais il vit de quoi au quotidien dans tous ces voyages? Alors je suppose, on peut avoir que des suppositions, Oui. qu'il a des donateurs. D'accord. Et d'ailleurs, il a un donateur important à Strasbourg, qui est monsieur Jacques Sarrazin, un banquier balois, qui va lui être extrêmement reconnaissant parce que sa femme souhaitait avoir un deuxième enfant et apparemment elle était devenue stérile. D'accord. Donc Cagliostro va la soigner, va lui donner son élixir d'Égypte et Madame Sarrazin va avoir un deuxième enfant. Mieux, leur fils Félix était malade et Cagliostro le sauva. À partir de là, Jacques Sarrazin va être extrêmement généreux avec lui jusqu'à la quasi-totalité de son parcours. Je dis la quasi-totalité parce que il y a eu une dispute qui est intervenue quand Cagliostro est venu en Suisse et à partir de là, Jacques Sarrazin a arrêté de lui fournir des sommes d'argent importantes. Alors, dans ton ouvrage, j'ai lu aussi qu'il faisait des évocations d'esprit, qu'il pratiquait la magie cérémoniale. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux aspects-là? L'évocation des esprits et la magie, ça consistait en quoi et il faisait ça devant qui et à quel endroit? Il faisait des séances de divination.
Par exemple, un des sommets de cette période, ce fut sans doute son séjour en Courlande, à Mytho, auprès de la baronne von der Eck et de son père, le comte von Méden. Il réunissait des personnes dans une salle. Les gens chantaient les psaumes de David et soit derrière un paravent, soit dans une salle attenante, il y avait soit un pupille, c'est-à-dire un jeune garçon de 5-6 ans, soit une colombe, une jeune fille du même âge, qui était installée devant une carafe remplie d'eau, entourée de 9 bougies groupées par 3. Cagliostro leur faisait l'imposition des mains et à partir de là, l'enfant disait quelles étaient les visions qu'ils avaient. D'accord. Alors, est-ce que là, on a un lien direct avec la franc-maçonnerie ou est-ce que c'était des pratiques qui étaient un peu en marge de l'initiation qu'il avait reçue en Angleterre? Non seulement il était franc-maçon, mais effectivement, il avait des pouvoirs. D'accord. C'était un personnage extrêmement riche et contradictoire. Il ne faut jamais oublier le rôle caritatif extrêmement important qu'il avait. C'était un guérisseur, un thaumaturge. Là où les gens échouaient, lui arrivait à soigner et parfois même à guérir. D'accord. C'est une des raisons pour laquelle il était adulé par le peuple. Alors, à un moment donné, il vient à Lyon, Lyon, ville ésotérique par excellence, et ta ville, puisque je t'ai présenté comme écrivaine lyonnaise. Alors, à Lyon, il vient faire quoi et il rencontre qui? Il arrive à Lyon le 19 octobre 1784 avec M. Ray de Morande, qu'il avait rencontré à Bordeaux et dont il avait fait son secrétaire. Or, M. Ray de Morande était le neveu de Jean-Baptiste Villermoz. À Lyon, Jean-Baptiste Villermoz dominait la maçonnerie. Il rencontra Cagliostro. À la première rencontre, Cagliostro se présenta sous l'appellation comte Phénix. Cette appellation, au lieu d'interpeller Jean-Baptiste Villermoz, va éveiller au contraire sa méfiance. De surcroît, Cagliostro va lui dire qu'il était détenteur de la seule vraie maçonnerie égyptienne. Ils se rencontrèrent ensuite 3 fois et puis la 4e fois, l'affaire va mal tourner. Jean-Baptiste Villermoz va lui demander qui était Jésus-Christ. Cagliostro lui répond « le Fils de Dieu et non pas Dieu », et c'était un philosophe. Villermoz est complètement horrifié, il voit là un blasphème, et c'est ainsi que va s'arrêter la relation entre Villermoz et Cagliostro, qui désormais est considéré comme étant un suppôt du diable. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient un peu concurrents? Parce que Jean-Baptiste Villermoz avait créé à Lyon le rite écossais rectifié, qui est un rite maçonnique, on va dire, d'origine templière. Et Cagliostro, finalement, arrivait, lui, avec un autre rite, un rite égyptien. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'était un peu des concurrents? Tout à fait. Il y avait, à travers cette inimitié, une concurrence. D'autant qu'à Lyon, la loge La Sagesse accueillit Cagliostro, ses prodiges, ses contacts avec les anges, avec énormément d'enthousiasme. Donc il y avait déjà une loge à Lyon qui s'appelait La Sagesse. Oui, D'accord. Et qui était un petit peu à la marge par rapport à Jean-Baptiste Villermoz. Il y avait des contestations par rapport à l'hégémonie de Jean-Baptiste Villermoz. Et La Sagesse travaillait à quel rite? Au rite de la stricte observance templière. D'accord. Donc la Sagesse accueille Cagliostro, le reçoit positivement. Et Cagliostro va officialiser en décembre 1784 le rite
de la haute maçonnerie égyptienne. D'accord. Et le 26 décembre 1784, il va installer la loge mère, la sagesse triomphante. D'accord. Donc il y a une concurrence directe, effectivement, avec Jean-Baptiste Villermoz, sur les terres duquel il se trouve. Et est-ce qu'on sait où était implantée la loge de la sagesse triomphante que Cagliostro a créée? Elle était où? Au 33 du chemin Neuf, dans la maison Puylata. D'accord. Il y a une souscription qui a été faite par les frères qui va rapporter suffisamment d'argent pour qu'il y ait une délocalisation et la loge sera située vers la place Kléber. Et cette loge réunissait un grand nombre de personnes? Ça se passait comment? Oui, il y avait pas mal de personnages. Honnêtement, je serais en peine de dire combien exactement il y avait de personnes aux tenues de la loge La Sagesse Triomphante, mais en tout cas, ça attirait beaucoup de curieux nécessairement. Mais qui étaient des maçons? Et bien sûr, qui étaient des maçons. D'accord. Et est-ce qu'on sait en quoi consistait le rituel de la haute maçonnerie égyptienne? Est-ce qu'on a des informations sur le contenu du rituel, des paroles, des gestes qui étaient pratiqués dans le... Oui, ce que je peux dire, c'est que lorsque Cagliostro pratiquait son rite, il se présentait en grand cofte. Ce qui veut dire, on pourrait le traduire comment, grand cofte? On pourrait grand maître, pourquoi pas. D'accord. Il était vêtu d'un habit de soie vert, avec des broderies d'or. Il avait un chapeau égyptien, D'accord. serti de pierres semi-précieuses. Il était doté d'une épée. Et quand il commençait ses incantations, il disait « Élion, Mélion, Tétragrammaton ». Ce qui veut dire... C'était une invocation aux 7 grands anges. D'accord. Et est-ce que dans ces rituels maçonniques pratiqués par Cagliostro, on peut parler de magie théurgique, de magie rituelle ou pas? Dans la mesure où il y a des incantations, il y a toujours magie. D'accord. C'est une magie opérationnelle et Cagliostro se mettait en lien avec le monde angélique. D'accord. Et est-ce que là, il prophétisait? Est-ce qu'il recevait des messages? Comment ça se passait? 2 méthodes. Effectivement, lui, personnellement, recevait des messages, mais indépendamment de ça, il avait un médium. C'était soit un pupille, soit une colombe qui regardait à travers la carafe et qui, par exemple, disait « Je vois une foule de gens qui crient « Tous à la Bastille, à bas le roi !» Et Cagliostro, ensuite, de développer ce que signifiaient ces visions. Et les visions étaient si fortes que les enfants disaient être en capacité d'échanger avec ce monde angélique. Et alors, ces jeunes filles, ces colombes, elles étaient choisies comment par Cagliostro? Les personnalités de la ville lui présentaient quelques jeunes gens, très jeunes gens, puisqu'ils avaient 5-6 ans, 7 ans, ou quelques petites filles. Et il choisissait celui ou celle qui lui semblait le plus apte, le plus sensible, parce que ça nécessite une hypersensibilité, ce type de communication. Alors, est-ce que quelque part sont conservés aujourd'hui les rituels d'origine de la sagesse triomphante de Cagliostro, datant du XVIIIe siècle? Cagliostro, quand il a créé la loge mère La Sagesse Triomphante, il a remis un rituel avec son sceau. Donc le rituel a bien été déposé et je suppose qu'il figure aujourd'hui dans les archives de La Sagesse Triomphante. D'accord. Alors son sceau est assez étonnant, c'est une sorte de lettre S qui est un serpent avec une barre en travers, une sorte de flèche. Est-ce qu'on sait l'origine de ce sceau? Tout à fait. Pourquoi il a pris cette forme?
il a rencontré à Nuremberg les Illuminés d'Allemagne. D'accord. Et ce sont les Illuminés d'Allemagne qui lui ont remis ce sceau. C'est un serpent qui a une pomme dans la gueule, qui se dresse en forme de S et qui est transpercé par une flèche sur un fond de nuages. On peut voir là le Christ crucifié. On peut voir là l'homme qui est prisonnier, retenu prisonnier de la matière, après avoir absorbé la fameuse pomme du Jardin d'Éden. Il y a de multiples interprétations qui sont possibles, bien entendu. D'accord. Alors, j'ai vu que dans ton ouvrage, il y a une sorte de catéchisme maçonnique, c'est-à-dire les paroles qui sont récitées dans un rituel. Ça, tu as trouvé ces archives à quel endroit? À la Bibliothèque nationale. D'accord. Donc, il y a un fonds Cagliostro à la Bibliothèque nationale. Il y a nationale. un fonds Cagliostro à la Bibliothèque nationale. Est-ce que ces archives ont toutes été exploitées? Est-ce que toi, tu as pu y accéder facilement? J'ai exploité toutes les archives qui étaient exploitables. C'est pour ça que j'ai pu introduire dans le livre une vision nouvelle sur le personnage. C'est-à-dire, je ne suis pas restée sur des a priori, j'ai cherché à comprendre, à savoir, à explorer. Parce qu'effectivement, souvent, quand on parle de Cagliostro, il y a une sorte d'odeur de soufre, si je puis dire, puisqu'il a été mêlé à certaines histoires. Il y a la fameuse affaire du collier de la reine. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est peut-être cette affaire qui a entraîné sa chute, j'ai l'impression. Alors, c'est quoi l'histoire du collier de la reine avec Cagliostro? Alors, il faut remonter un petit peu en amont, en 1780, avec la rencontre avec le cardinal de Rohan. Le cardinal de Rohan avait été ambassadeur à la cour d'Autriche et il lui vend d'un complot. Ce complot mettait en cause la Prusse, la Russie et l'Autriche. Donc il va informer le roi Louis XV. Ce courrier va être intercepté et lu lors d'un repas et Marie-Antoinette va en être informée. Marie-Antoinette va vouer au cardinal de Rohan une haine farouche. Le cardinal de Rohan voulait reconquérir l'estime de la reine. Madame de la Motte-Valois lui promit une réconciliation. Le cardinal entend dire que la reine souhaitait acquérir un collier hors de prix. Il commença à donner des sommes d'argent pour l'achat de ce collier en toute discrétion. Il va négocier avec les joailliers Baumer et Bassange. Il va recevoir une garantie signée Marie-Antoinette de France. À partir de là, les joailliers lui remirent l'écrin avec le collier qu'il remit à Madame de la Motte-Valois, qui le remit à son tour au porteur d'un billet de la reine. Les échéances arrivèrent. D'abord, la reine demanda que la somme soit ramenée à 1 200 000 livres, c'est-à-dire à peu près à 25 millions d'euros. D'ailleurs, le roi avait dit « Nous avons plus besoin de vaisseaux que d'un collier ». La reine va demander encore des reports d'échéance. Tout ceci va éveiller la suspicion des joailliers. Monsieur Baumer va se précipiter à Versailles. La reine lui dit en aucune manière elle n'avait souhaité acquérir le collier. Il court chez le cardinal de Rohan qui brandit la garantie Marie-Antoinette de France. Et à partir de là, les choses vont se précipiter. Les escroqueries de Madame de la Motte-Valois vont faire que Madame de la Motte-Valois est arrêtée avec son mari à Bar-le-Duc, qu'elle est incarcérée à la Bastille. Le 15 août, c'est le cardinal de Rohan qui est incarcéré à la Bastille de manière plutôt douce puisqu'il va intégrer les appartements du marquis de Launay. Et ensuite, 6 jours plus tard, c'est le tour de Cagliostro
qui va être également incarcéré à la Bastille et suivi quelques heures plus tard par Sérafina. Donc, Cagliostro a été l'intermédiaire dans cette histoire? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour quelle raison il est incarcéré? C'est Madame de la Motte-Valois qui l'accuse de lui avoir remis des diamants à vendre en Angleterre. Au bout de plusieurs mois de haute lutte, elle finit par avouer que Cagliostro n'était en aucune manière responsable de cette horrible histoire de collier. Alors en fait, si on comprend bien aussi, on a utilisé quelqu'un qui devait ressembler à la reine et qui a servi d'appât auprès du cardinal de Rohan, qui en fait n'a jamais rencontré la reine, mais plutôt une sorte de sosie, c'est ça? C'est Mademoiselle Le Guay, prostituée de son métier et sosie de la reine, qui effectivement a pris la place de la reine et a joué son rôle à plusieurs reprises de manière à mystifier le cardinal de Rohan. D'accord. Donc Cagliostro a subi un peu un effet collatéral dans cette histoire, mais il s'est retrouvé à la Bastille lui aussi. Cagliostro avait beaucoup d'influence sur le cardinal de Rohan, ce que supportait mal Madame de la Motte-Valois, qui s'est mis au fil du temps à le haïr. Et alors, pendant toute cette période, Cagliostro est resté combien de temps à la Bastille? Il n'est pas resté très longtemps, si j'ai bien compris. Il est resté 9 mois. Et il est sorti pour quelle raison on l'a libéré? Suite aux aveux de Madame de la Motte-Valois, le lendemain, il y a un conseil qui s'est tenu et Cagliostro apparaît dans ce conseil vêtu en grand coffre. Et quand le président lui demanda « Qui êtes-vous ?», il répondit « Je suis un noble voyageur ». Et là, il se mit à parler de sa vie, de ses pouvoirs, de ses épreuves, de Dieu, dont il était le soldat. Et à la fin de cette séance, il ressortit libre le soir assez tard, et il y avait une foule immense qui l'attendait et qui l'accompagna jusqu'à la rue Saint-Claude. Et à partir de là, est-ce que Cagliostro continue à voyager ou est-ce qu'il a été véritablement entaché par cette histoire? Il a été tout à fait entaché par cette histoire, d'autant que Marie-Antoinette, qui n'avait pas apprécié ses prédictions sur la monarchie, va demander son éloignement. De ce fait, Cagliostro et la comtesse vont partir en Angleterre. Entre-temps, Cagliostro a porté plainte contre le marquis de Launay et contre monsieur Chénon-Fils pour l'avoir spolié d'une partie des biens dont il disposait quand ils ont fait leur perquisition rue Saint-Claude. Donc il y a un procès qui est entamé. Cagliostro est à Londres. Monsieur Sarrazin demande à un banquier londonien de mettre à sa disposition les sommes dont il aurait besoin. Et à Londres, il va essayer de rentrer en France pour suivre son procès. Il va donc à l'ambassade de France, mais il n'a pas de blanc-seing de Louis XVI et seulement une lettre du marquis de Breteuil. Cagliostro ne peut pas rentrer parce que s'il rentre en France, en étant extradé, il va être incarcéré. Bien sûr. Alors, dans toute l'histoire de Cagliostro, on parle de la haute maçonnerie égyptienne. Le terme de loge de Misraïm, je crois que c'est le nom d'une loge qu'il a créée. Est-ce que tu peux nous en parler? Et on associe aussi à cette expression celle des arcana, arcanorum, le secret des secrets. Est-ce que tu peux nous dire ça? Parce que visiblement, c'est totalement lié à l'histoire, et en tout cas à l'héritage de Cagliostro. Quand Cagliostro va quitter la France, il a séjourné à Aix-les-Bains, en Savoie, où il est resté 1 mois. Ensuite, il est allé à Rovereto et à Trente. Et à partir de là, il est descendu à Rome. Mais avant d'arriver à Rome, il s'est arrêté
aux environs de Venise auprès d'un groupe de Sociniens auquel il aurait remis le rite de Misraïm qu'il avait remodelé, remodifié, et il aurait effectivement déposé les Arcana Arcanorum. Donc en Italie. En Italie. Alors ces Arcana Arcanorum, c'était une série de textes rituels. Que contenait-il, ou a-t-on une idée de ce qu'ils pouvaient contenir? Ce sont des secrets de la nature qui sont donnés dans les Arcana Arcanorum, qui reposent sur une vision hermétique. D'ailleurs, aujourd'hui encore, en franc-maçonnerie de Memphis-Misraïm, les Arcana Arcanorum sont divulgués dans certains hauts grades. Alors, est-ce qu'on peut dire que Cagliostro a eu une influence sur le XXe siècle et le XXIe siècle dans les loges maçonniques qui pratiquent des rites égyptiens? Est-ce que tout ça, ça vient de l'héritage de Cagliostro finalement? Pas uniquement. Oui, bien sûr qu'il y a, en tout cas pour le rite de Misraïm, un héritage de Cagliostro. Le rite de Memphis, d'ailleurs quand on dit Memphis-Misraïm, on entend bien qu'il s'agit de deux rites. Il y a tout l'héritage hermétique et gnostique qui a été retrouvé en Égypte lors de la campagne de Napoléon Bonaparte et qui a été ramené par Marconis de Nègre en France. Et c'est sous le général Garibaldi, en 1881, que les rites de Memphis et de Misraïm ont été réunis parce qu'ils avaient, je dirais, un parfum commun. Ils avaient des points de rencontre et leur fusion s'est faite de manière assez harmonieuse. Si ce n'est que Garibaldi est mort en 1882, il a fallu attendre environ une bonne dizaine d'années avant que le rite de Memphis-Misraïm retrouve un petit peu de splendeur. Alors, donc les rites maçonniques égyptiens datent finalement du début de la franc-maçonnerie. Tout à fait. Parce que souvent, on a l'image qu'ils auraient été créés bien plus tardivement, mais au travers de ce que tu nous expliques, ils datent du début de la franc-maçonnerie. Le rite de Misraïm est antérieur à Cagliostro. Autour de Pinto da Fonseca, il y avait un groupe d'ésotéristes, dont Lisandro de San Severo. C'était la maison des princes de Caramanico. C'est la famille du chevalier d'Aquino et Cagliostro les a rencontrés. D'ailleurs, il fut l'ami toute sa vie du chevalier d'Aquino. Alors, est-ce que Cagliostro a aussi rencontré les fameux Rose-Croix? Parce que dans toute cette époque, on va dire, d'hermétisme, XVIIIe siècle, on parle des Rose-Croix. Est-ce que Cagliostro a été en lien avec cet autre mouvement, qui est une sorte de mouvement un peu cousin de la franc-maçonnerie? Est-ce que tu as trouvé des informations là-dessus? Les Rose-Croix, c'est la Fama Fraternitatis. C'est un groupe de jeunes gens qui étaient vénitiens et qui diffusèrent 3 livres, qui se répandirent dans toute l'Europe, qui étaient avides de changement. C'était une période charnière, une période clé. À ma connaissance, il n'a pas rencontré les Rosicruciens. Il a rencontré les supérieurs inconnus, mais pas les Rosicruciens. Alors les supérieurs inconnus, dis-nous quelques mots. Les supérieurs inconnus d'Allemagne, lorsqu'il a été interrogé par le Saint-Siège, Cagliostro a affirmé que lors de son passage à Francfort am Main, il a rencontré donc ces supérieurs inconnus. Ils auraient vu leurs archives secrètes. Il aurait rencontré 12 grands maîtres templiers chargés de surveiller et pourquoi pas d'oxyre les souverains despotiques. Donc il y avait l'ombre de la Sainte Vême qui était présente. Et puis il a insisté lors de son interrogatoire sur la richesse de la franc-maçonnerie, sur la flotte dont disposait la franc-maçonnerie,
si bien qu'à ce moment-là, le château Saint-Ange a été interdit. Parce que donc, Cagliostro aurait donc rencontré des grands maîtres de l'ordre du Temple. Officiellement, l'ordre du Temple s'est éteint au XIVe siècle. Donc, il y a eu donc visiblement une filiation qui a continué de façon secrète, c'est ça? Il y a toujours des filiations de filiations. 1314, c'est la fin de l'ordre du Temple. Certains Templiers seraient partis au Portugal, en Espagne, en Allemagne, également en Écosse. Rien ne s'éteint jamais complètement. Alors finalement, Cagliostro, au travers de tous ses voyages dans l'Europe, après avoir été initié en Angleterre, à l'âge de 33 ans, sauf erreur, il a donc finalement croisé différents dignitaires aussi de mouvements ésotériques, Tout à fait. symboliques. Et alors, est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a peut-être un mouvement maçonnique qui serait le plus proche encore de ce que Cagliostro a mis sur pied en son temps, ou est-ce qu'on est passé sur autre chose? Je pense que la sagesse triomphante, qui est une loge qui demeure toujours à Lyon, est certainement l'héritière la plus légitime de la maçonnerie de Cagliostro. Au travers du rite, peut-être qu'elle pratique? Oui, tout à fait, au travers du rite qu'elle pratique et de la filiation dont elle dispose. D'accord. Et alors, Cagliostro termine, on va dire, sa vie avec un procès en Italie, et il est incarcéré dans une prison, et là, ça ne se passe pas très bien pour lui, si j'ai compris. Tout d'abord, il y a une double incarcération. La première incarcération se fait au château Saint-Ange. C'est là où il va y avoir 43 séances d'interrogatoire. Oui. 43 séances pendant lesquelles Cagliostro va combattre. À l'issue de ces séances, il va être condamné, dans un premier temps, à être pendu et son corps brûlé, puis il est amené devant le Saint-Père, et là la sentence est la suivante: Giuseppe Balsamo, dit comte de Cagliostro, vous êtes condamné à perpétuité, à être incarcéré à San Léo, sans espoir de grâce. À la suite de ça, il y a une séance d'abjuration. Il va être promené dans les rues en froc, avec une bougie à la main. Il va être amené à l'église Saint-Marie de la Minerve, sous les colibets de la foule. Et puis là, à genoux, il va demander pardon à Dieu. Et ses patentes maçonniques et ses décors vont être brûlés devant lui. D'accord. Alors, dans toute l'histoire que tu as survolée, quels sont les éléments que tu dévoiles ou que tu analyses dans ton ouvrage, qui me paraît être un ouvrage très synthétique, qui finalement, en le lisant, on évite peut-être de lire une dizaine d'autres ouvrages. Est-ce que ce sont les sources que tu as eues qui t'ont permis de pouvoir faire cette recension de toute la vie de Cagliostro dans le détail, peut-être les archives de la Bibliothèque nationale, je ne sais pas. Quel était ton objectif en fait? C'était de pouvoir réhabiliter ou en tout cas apporter un éclairage nouveau sur Cagliostro? J'ai vraiment voulu lui restituer son humanité. Cagliostro disait: il est des êtres qui n'ont plus d'ange gardien. Je fus de ceux-là. Cette phrase m'a profondément émue et j'ai voulu redonner toute sa véracité au personnage, à la fois sa force, ses faiblesses, son indignité parfois, mais aussi sa grandeur. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un véritable initié? Parce que certains disent Cagliostro, c'était finalement un illusionniste ou même un charlatan. Comment tu le vois? Initié? Charlatan?
Je le vois comme un initié qui a gardé l'esprit d'aventure et qui n'a jamais arrêté de découvrir. C'était un être particulièrement curieux, avide d'expérience, avide de la vie tout simplement, avec ses grandeurs, avec ses misères, et essayant tout de même d'apporter des éléments consolateurs. Je crois que c'est comme ça que je vois le personnage. Et dans le récit que tu nous as fait, on a perdu la trace de son épouse. Elle est devenue quoi elle-même? A suivi ses traces? Elle a été initiée dans tous ces mouvements hermétiques ou pas? Oui, son épouse a été initiée 1 an après lui. Et elle a été grande maîtresse de la loge Isis, qui était une loge d'adoption qui avait été ouverte quand il était à Paris. Il y avait beaucoup de femmes très éduquées et qui souhaitaient rentrer en franc-maçonnerie. Elle l'a suivi dans son périple, mais elle l'a trahi. Elle l'a trahi en le dénonçant, l'Inquisition, en se dressant contre lui. Et finalement, elle a été incarcérée au couvent de Sainte Apollonia, qui se trouve à la périphérie de Rome, où elle est morte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tombe, un endroit où repose Cagliostro, ou est-ce que ça, on a perdu la trace? Il n'y a aucune tombe pour Cagliostro, qui est mort à San Leo, le 26 août 1795. Il avait 52 ans, 2 mois, 8 jours. Ses restes furent dispersés car les gardiens redoutaient qu'il y ait un culte qui soit voué à Cagliostro. Donc on ne sait pas exactement où il est enterré. Très bien. Alors moi je retiens aussi une phrase, on arrive à la conclusion de cette émission. Toute lumière vient d'Orient et toute initiation d'Égypte. Ça, c'est une phrase de Cagliostro. Oui. Donc, il voulait dire par là que, en fait, tous les mouvements initiatiques puisaient dans l'Égypte ancienne, c'est ça? C'est ce qu'il sous-entendait, et c'est ce que beaucoup de loges de Memphis, Misraïm sous-entendent également. C'est une opinion, mais l'opinion est forte, et quand l'opinion est forte, elle devient une vérité. Très bien. Donc je rappelle le titre de ton livre, Le Comte de Cagliostro, signé par Monique Molière aux éditions Slatkin, dans la collection Les Architectes de la Sagesse. Je montre bien l'ouvrage. Un ouvrage magistral, près de 400 pages, avec un certain nombre d'illustrations, et puis un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui en annexe, qui est le rituel de réception à la maîtrise au sein de la loge égyptienne, et on a comme illustration un document manuscrit qui date de 1785, qui a été écrit à Lyon et qui s'appelle Maçonnerie égyptienne du comte de Cagliostro. En tout cas, un ouvrage que je vous recommande à tous, parce que cet ouvrage fait vraiment la somme de tout le mystère autour de Cagliostro. Et c'est vrai que, à titre personnel, je considère que c'est un personnage qui a influencé la franc-maçonnerie. Monique, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne carrière à cet ouvrage que je vous recommande tout particulièrement. À bientôt sur le canal de Vertical Project.